Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de partager avec vous l'expérience indienne de la démocratie. J'utilise particulièrement le terme expérience pour souligner l'évolution, la mutation et l'émergence voire des modèles de l'administration numérique indienne. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que l'Inde est la plus grande démocratie au monde, avec plus d'1 milliard d'habitants, une société plurielle, plurireligieuse, plurilingue et pluriculturelle. L'Inde se définit par le principe d'unité dans la diversité. Ce sont des éléments contextuels importants pour avoir une réflexion approfondie sur l'Inde. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le droit d'accès à l'information à l'ère du numérique, va me conduire à vous présenter l'un des outils les plus importants de l'arsenal juridique contemporain de l'Inde, le Right to Information Act, voté en 2005. Dans ma présentation, nous allons essayer de voir comment la plus grande démocratie au monde se donne-t-elle les moyens pour garantir à ses citoyens la possibilité de se saisir et d'agir dans la société indienne. D'autant plus à notre ère du numérique. La notion de capacitation, d'autonomisation, de responsabilisation reviendra plus tard, à savoir l'empowerment, qui se traduit par l'octroi de plus de pouvoir aux individus, aux groupes, pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques qu'ils subissent. Cette notion va de pair avec l'émergence de la démocratie et de la citoyenneté participative. Ainsi, nous verrons dans une première partie le Right to Information Act, la consécration du droit d'accès à l'information en Inde, puis nous verrons la réalité et les défis de la mise en œuvre de ce droit. Il convient de voir dans cette partie, la première, l'histoire de l'émergence de ce droit, avec la remise en cause populaire du secret de l'administration, tantôt par une jurisprudence constante de la Cour suprême de l'Inde, que par des événements populaires marquant une évolution sociétale majeure. Dans la société indienne, qui se qualifie par la Constitution de 1951 de république souveraine, sociale, séculaire et démocratique, la nécessité pour tout citoyen d'accéder et de vérifier l'action réalisée par ses gouvernants est une nécessité minimale pour le bien-être de cette démocratie. L'une des particularités de la Constitution indienne est qu'elle dispose en son sein un chapitre intitulé « Les principes directeurs de la politique de l'État ». Il convient de signaler que ces principes n'ont pas de caractère coercitif et ne peuvent être opposés à l'État. Néanmoins, ils imposent une ligne, une direction générale à suivre pour chaque gouvernement. À titre d'exemple, l'État doit s'efforcer de promouvoir le bien-être social du peuple. Cette référence au bien-être social réapparaît aussi dans la jurisprudence de la Cour suprême de l'Inde, portant sur l'article 19, alinéa 1, relatif à la liberté d'expression. De cet article s'illustre la longue route pour le droit d'accès à l'information. Et je prendrai l'exemple de l'affaire Indian Express Newspaper Bombay contre l'Union de l'Inde, dans laquelle la Cour suprême de l'Inde apporte une interprétation significative et large de l'article 19, alinéa 1, en indiquant qu'il, je cite, « il aide une personne à atteindre l'accomplissement de soi, il assiste à la découverte de la vérité, il renforce la capacité d'un individu à participer à la prise de décision, et il fournit un mécanisme par lequel il serait possible d'établir un équilibre raisonnable dans la stabilité et le changement social. » On voit bien que dès 1985, la conception de la liberté d'expression englobe une notion bien plus large que celle que l'on conçoit à la juste lecture de la liberté d'expression. C'est le premier signe du droit d'accès à l'information. En l'espèce, le journal souhaitait accéder à des informations collectées par le gouvernement indien. Un autre exemple éloquent de la Cour suprême de l'Inde est l'affaire People Union for Civil Liberties contre l'Union de l'Inde en 2003, dans laquelle il est question du droit de savoir et du droit d'accès à l'information. Et en l'absence de loi spécifique, la Cour suprême de l'Inde se chargea de manière temporaire d'imposer des directives en matière de droit d'accès à l'information à toutes les administrations publiques saisies par une demande d'un citoyen pour une information jugée raisonnable. Malgré une certaine reconnaissance de ce droit, cette jurisprudence nécessitait bien une consécration par le pouvoir législatif, et cette consécration sera poussée par le mouvement populaire du Mazdoor Kisan Shakti Sangaton, qui se traduit par association pour la capacitation des travailleurs et des paysans. Cette association porta le problème du non-paiement des salaires des fonctionnaires en milieu rural.
face à une administration muette et corrompue, la seule manière pour comprendre le non-paiement de ces salaires était d'avoir un accès à l'information relative à la gestion comptable de ces entités déconcentrées de l'administration régionale. Après 40 jours de grève, l'administration céda aux demandes de l'association et la corruption des agents publics fut révélée. Ils encaissaient les salaires des fonctionnaires du village. De ce mouvement, le gouvernement indien va lancer la première loi nommée Freedom of Information en 2002, qui sera remise en cause par l'ensemble des organisations sociétales, ne donnant ni de définition exhaustive de la notion d'information, ni de sanctions contre les autorités en cas d'absence de délivrance d'informations. C'est alors que le nouveau gouvernement mené par Dr Manmohan Singh va consacrer ce nouveau droit, à savoir le Right to Information Act. Et l'une des particularités de ce nouveau droit est son préambule, qui dispose que ce droit a vocation, et là je cite, à mettre en place un régime pratique du droit d'accès à l'information pour les citoyens, afin de garantir l'accès à l'information sous le contrôle des autorités publiques, en vue de promouvoir la transparence et la responsabilisation dans le travail de chaque autorité publique et l'instauration d'une commission centrale de l'information. Ce préambule annonce clairement le choix de la transparence et de la responsabilisation de l'administration publique. Il s'accompagne de la mise en œuvre d'un régime juridique détaillé et renforcé par la création d'une autorité publique dédiée uniquement à cette problématique. Et d'emblée, dans le premier article de cette loi dispose une définition exhaustive de la notion d'information. Et là je cite également encore, « Tout matériel sous quelque forme que ce soit, y compris les dossiers, les documents, les mémos, les emails, les opinions, les conseils, les communiqués de presse, les circulaires, les ordonnances, les journaux de bord, les contrats, les rapports, les documents, les échantillons, les modèles, les données détenues sur tout support électronique et les informations relatives à tout organisme privé qui peuvent être consultées par une autorité publique en vertu d'une autre loi qui est toujours en vigueur. » Cette définition est très large et ouvre la possibilité aux citoyens indiens d'accéder à une amplitude très grande d'informations détenues par l'administration. À titre d'exemple, il a été possible pour un citoyen de New Delhi de connaître le nombre exact de climatiseurs installés dans la résidence de fonction du maire de New Delhi. C'est assez particulier. Et il s'est avéré qu'il y avait 31 climatiseurs, plus de 25 appareils de chauffage et 16 purificateurs d'air. C'est des informations assez anodines, mais qui sont possibles et aujourd'hui accessibles à n'importe quel citoyen. Par ailleurs, ce droit d'accès à l'information ne s'arrête pas juste à l'accès, mais il ouvre la porte à d'autres fins que celle de juste connaître une information donnée. Et c'est ainsi que précise le premier article, lorsqu'il donne la signification du droit d'accès à l'information, je cite, le droit d'accès à l'information détenu par ou sous le contrôle d'une autorité publique et comprend le droit d'inspecter le travail, les documents et les dossiers, de prendre des notes, des extraits et des copies certifiées conformes, et enfin d'obtenir des informations sous la forme de disquettes, cassettes vidéo ou tout autre mode électronique ou par impression lorsque ces informations sont stockées dans un ordinateur ou dans un autre dispositif. De plus, cette loi impose aussi 2 délais dans la délivrance de l'information. Le premier délai, en cas de demande ordinaire, l'administration a 30 jours pour répondre à la demande. Et en cas d'urgence, en cas de survie ou de cas de décès ou d'urgence particulière, le délai est réduit à 48 heures. Toute demande refusée doit être motivée. À défaut, elle peut faire l'objet d'un recours en appel par le demandeur devant une autorité de tutelle de la commission d'information, qui doit traiter à nouveau ce recours en appel dans un délai de 30 jours. Cette loi impose à l'ensemble des administrations publiques de maintenir tous ces procès-verbaux et autres informations diffusables, dûment cataloguées et indexées de manière à faciliter l'exercice du droit d'accès à l'information. Le décret d'application de la loi précise 16 catégories d'informations qui doivent faire l'objet d'une publication par chaque administration. Et on y trouve par exemple les détails de l'organisation, ses fonctions ou ses devoirs, ou encore la procédure suivie dans le processus de prise de décision, y compris les chaînes de supervision et de responsabilisation. De même que cette loi également impose la désignation d'un officier public de l'information, qui est nommé Public Information Officer.
en charge de traiter les demandes d'accès à l'information. Celui-ci est aussi soumis à l'obligation de délivrer un rapport annuel à l'autorité de tutelle de la commission d'information sur le nombre de demandes reçues, le nombre de demandes rejetées en précisant les motifs, le montant total encaissé dans le cadre de l'exercice de ce droit et de remettre une analyse globale de l'exercice de ce droit. Par ailleurs, concernant l'exercice de ce droit, l'article 8 de la loi prévoit 10 exemptions excluant le droit d'accès à l'information. Et parmi ces exemptions, qui sont assez récurrentes dans les lois indiennes, il est possible d'identifier l'information dont la divulgation serait préjudiciable ou porte atteinte à la souveraineté et à l'intégrité de l'Inde, ou à sa sécurité, ses intérêts stratégiques, scientifiques ou économiques. Ou encore l'information reçue de manière confidentielle d'un gouvernement étranger, ou les documents du cabinet du Premier ministre, y compris les registres de délibération du Conseil des ministres, les secrétaires et autres offices. Une exception, il est prévu par le présent article qu'une autorité publique peut autoriser l'accès à l'information précédemment hors champ d'application de ce droit d'accès à l'information si l'intérêt public l'emporte sur le préjudice causé aux intérêts protégés. Mais bon, ce type de cas n'a pas encore été constaté depuis l'instauration de ce droit. Ainsi, nous avons pu voir que de la jurisprudence de l'article 19 de la Constitution indienne à la consécration du droit d'accès à l'information, il a été possible de mettre en place les conditions nécessaires pour la capacitation des citoyens. Cet arsenal juridique s'apparente à un outil nécessaire et évident pour rendre une société indienne de plus en plus participative. Ceci étant, la réalité sociétale de l'Inde conduit à s'interroger sur l'effectivité de ce nouveau droit. Et il convient de voir dans cette seconde partie les limites et les défis de la mise en œuvre du droit d'accès à l'information. Et l'une des premières points qui monte à l'esprit est la publication du décret d'application de cette loi. Il est arrivé 9 ans après, à savoir le 28 novembre 2013. Et celui-ci souligne à nouveau que le droit d'accès à l'information concerne uniquement les citoyens indiens, excluant toute personne morale, qui était à la base de ce processus de reconnaissance de droit. De plus, il y a aussi des interrogations sur les Indiens résidant à l'étranger qui ne peuvent pas également faire usage de ce droit. La Cour suprême de l'Inde doit prochainement se prononcer sur cette question en particulier, qui est un sujet assez important, étant donné qu'il y a une grosse diaspora à l'étranger et qui s'interroge énormément sur les cas de corruption, les cas de transparence au sein même de l'administration en Inde. Une demande d'accès à l'information peut être écartée en raison de l'erreur du destinataire de la demande. C'est un cas récurrent qui amène certaines autorités à ne pas donner suite à une demande. Et ces cas-là sont assez constatés par les activistes Right to Information Act, qui encouragent le gouvernement à faire appliquer l'une des dispositions de cette loi. Car la loi prévoit qu'en cas d'erreur de la part du demandeur, l'autorité qui a reçu la demande doit envoyer cette demande à l'autorité en question, qui est en charge de la question. Mais ce droit de transfert n'est pas du tout respecté. Malgré les avis de la Commission centrale de l'information, on constate toujours que les autorités publiques ne font pas le travail. De même, la Cour suprême de l'Inde, malgré tout son travail dans le processus de consécration de ce droit, vient handicaper l'application effective de ce nouveau droit. Et je prendrai quelques exemples pour montrer la difficile mise en œuvre de ce nouveau droit. On peut constater certains procédés utilisés par la Cour suprême de l'Inde pour écarter l'exercice de ce nouveau droit, dont le plus marquant est celui de motiver que la requête n'a pas de base légale. La meilleure manière pour eux d'écarter une demande est de requalifier la demande. Et à partir du moment où elle est requalifiée, elle n'a plus de base juridique récente et doivent s'appliquer soit sur des réglementations qui sont exemptées, ou bien sont face à la loi qui n'a pas été encore abrogée de 1923 concernant le Secrecy of Administration. Donc j'avais un exemple en esprit, un contentieux qui remonte au 20 février 2008. M. Satnam, un prisonnier de la ville de Ludhiana, adressa une demande d'accès à l'information à la Cour suprême de l'Inde afin de recevoir une copie sur les lignes directrices sur la réforme du fonctionnement de la police.
l'officier Pillot de la Cour suprême de l'Inde rejeta la demande et répondit qu'il devait voir sur le site web de la Cour suprême de l'Inde. Le demandeur fit appel à nouveau à cette requête en arguant l'impossibilité d'accéder à un ordinateur et qu'ainsi on lui refusait son droit. En appel, il va recevoir la réponse suivante par la Cour suprême de l'Inde, qui refuse à nouveau son recours et qu'elle rappelle qu'il doit faire cette demande en vertu d'un règlement général de la Cour suprême de l'Inde datant de 1966, ce qui légalement écarte l'exercice de ce droit. Il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre auprès de la Cour suprême de l'Inde, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de concevoir que ce droit actuel qui a été mis en place en 2005 en Inde est un pouvoir considérable pour les citoyens. Ceci étant, l'ineffectivité de cette loi porte un préjudice considérable aux bonnes volontés et à cet élan pour ces citoyens qui veulent devenir de plus en plus participatifs, qui veulent de plus en plus participer à la vie sociétale et à la vie qui les gouverne. Donc voilà, je vous remercie beaucoup.